Tchad, départ de l'armée française, l'exaspération du peuple, nous nous interrogeons. Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Comme à notre grande habitude, une interrogation ce matin. Tchad, départ de l'armée française, l'exaspération du peuple. Nous nous interrogeons, mesdames, messieurs. Ils étaient quelques centaines de milliers de manifestants, pour la plupart très jeunes. Ils ont manifesté le 6 décembre dernier en N'Djamena leur soutien à la rupture des accords militaires avec la France annoncée la semaine dernière par le pouvoir tchadien. Les activités des conseillers techniques militaires français auprès de l'armée tchadienne ont déjà été suspendues à la demande des Tchadiens, ont indiqué d'ailleurs dans la journée des sources françaises en N'Djamena. Après 60 ans de coopération, nous n'avons pas besoin de militaires français. Nous avons une armée, nous pouvons défendre notre pays, déclare Abdel Daïm Abdallah Ousmane, le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques présent au rassemblement organisé aux abords du stade de Ndjari de la capitale tchadienne. Notre manifestation est pacifique, nous ne sommes pas ennemis de la France et la France n'est pas un ennemi pour le Tchad, ajoute-t-il. La foule d'environ, on va le dire comme ça, 400 à 500 000 personnes, dont de très nombreux mineurs et surtout, on va le dire, de jeunes, de moins jeunes et parfois même des vieillards, arboraient des affichettes proclamant en français ou en arabe Tchad, Oura, France, Bara. Dehors, Bara qui signifie tout simplement dehors, et les drapeaux aux couleurs du pays. La manifestation s'est dispersée sans incident quelques heures plus tard. Rappelons également, mesdames, messieurs, que le 5 décembre dernier, une première manifestation avec plusieurs slogans avait réuni des centaines de milliers de personnes à Abéché, une ville commerçante de l'Est du pays, organisée par le maire et encouragée par le gouverneur régional selon la télévision publique Tchad Info. Il s'agit d'une première pour ce pays sahélien, allié traditionnel de la France et dernier État de la région à accueillir ces soldats qui a annoncé le 28 novembre dernier sa décision de mettre fin aux accords de sécurité et de défense héritée de l'époque coloniale. Rappelons également, étape cruciale dans le processus, la commission spéciale créée pour la mise en œuvre de la dénonciation de ces accords a tenu d'ailleurs sa première réunion jeudi de la semaine dernière à N'Djamena pour répondre à cette mission historique selon un communiqué du gouvernement tchadien. La décision de rupture annoncée quelques heures après une visite du chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot a pris de court Paris qui en a simplement pris acte en faisant valoir qu'une réflexion sur la revue de son dispositif militaire en Afrique était déjà en cours. On ne parle pas justement d'une révision parce que jusqu'à preuve de contraire, eh bien, les Africains ne veulent plus de base militaire française sur le sol africain. Pas de réflexion non plus de la part de la France parce que jusqu'à preuve de contraire, eh bien, les Africains demandent tout simplement à la France et surtout aux soldats français de plier bagages et de quitter le sol africain. Et c'est ce que ces centaines de milliers de Tchadiens ont fait savoir justement à la terre entière, aux Africains, mais surtout aux Français. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons encore ce matin. Tchad, départ de l'armée française, les aspirations du peuple, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec André Christelle Fanga, il est pasteur et surtout panafricaniste. André Christelle Fanga, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Jossolangos, merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de me retrouver, n'est-ce pas, dans vos studios pour justement répondre aux questions que vous voulez bien nous poser. Et le sujet est bien, n'est-ce pas, défini ce matin. Un sujet bien défini. Très heureux de vous avoir, André Christelle Fanga. Le peuple était dans la rue il y a 2 ou 3 jours. D'ailleurs, les manifestations ont commencé depuis le 5 décembre dernier. On continue le 6. Et on nous fait savoir d'ailleurs qu'au cours de cette semaine, puisque nous sommes le 10 décembre de l'an de grâce 2024, que les manifestations vont continuer également au cours de cette semaine. Est-ce les aspirations aujourd'hui du peuple tchadien? Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement faire le contentieux historique. Le contentieux historique, c'est qu'on revise tous les accords qui ont été passés par nos aïeux, par nos parents, et parfois même entre la France et la France. Parce qu'à une certaine période, l'espace, la plupart des pays étaient sous gouvernement français. Nous étions des pays sous tutelle française, donc nous étions des pays d'outre-mer, où
c'est un gouverneur français qui s'asseyait avec les autorités françaises pour signer certains accords sous le compte de certains pays. Donc, nous pensons aujourd'hui que ce contentieux historique doit être réglé. Et ce contentieux historique, la plupart des jeunes de notre génération l'ont compris et ont dit ça ne se passera plus jamais comme ça. Et donc, nous voyons que les manifestations qui se produisent un peu de partout, parce que au Tchad aujourd'hui, ça s'est passé ailleurs, mais nous savons tous que c'est la prise de conscience et grâce au travail fait par les panafricanistes en dénonçant justement ces différents accords qui ont été signés, n'est-ce pas, les accords coloniaux, les accords de défense. Entre la France et la France, il faut bien préciser. Bien sûr, la France et la France. Vous voyez, parce que la plupart des leaders africains qui étaient là, c'était justement des figurants. Donc aujourd'hui, nous pouvons simplement dire que c'est une prise de conscience généralisée de la jeunesse africaine, surtout dans une Afrique soi-disant qu'ils appellent souvent Afrique francophone. Parce que moi, je ne pense pas qu'il y ait une Afrique francophone, ou bien lusophone, ou bien anglophone et tout ce qui va avec, arabophone et tout le reste là. C'est une aberration et il faut que ça s'arrête, ce genre de langage chez nous en Afrique, où on prend tout un pan de l'Afrique et on taxe ça de francophone. Ça, c'est une injure, c'est une insulte à la mémoire des Africains. Donc, nous disons simplement que la prise de conscience a amené, n'est-ce pas, les jeunes Tchadiens aujourd'hui à prendre cette décision et qui, justement, produit des fruits aujourd'hui là. Parce qu'en réalité, il faut véritablement se séparer des bases militaires françaises, il faut se séparer des alliances, des contrats, des pactes et tout le reste qui ont été pris avec la France parfois par nous-mêmes et d'autres sans nous. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement important. Exaspération, c'est faible. Je pense que c'est une décision radicale, n'est-ce pas, de tous les jeunes Africains. D'ailleurs, dans votre énoncé, vous avez dit il y avait des moins jeunes, des jeunes, des vieillards même par rapport à cette marche. Vous imaginez un pays qui était sous domination française ou bien sous la couverture française pendant plus de 60 ans. Parce qu'on parle de 66 ans de ces accords-là aujourd'hui. 66 ans de ces accords après les indépendances. Vous continuez à avoir main mise sur un pays et que vous ne produisez aucun résultat. Parce que l'une des choses qu'il faut expliquer, parce que pour qu'on arrive, n'est-ce pas, à ce moment de radicalité, de dire non, on ne veut plus de la France, c'est parce qu'on fait le bilan. Faisons le bilan, par exemple, de l'armée française au niveau du Tchad. De 1960 jusqu'à 2024 où nous sommes. Quel est l'apport de cette armée, de ce ministère, de cette présence française, de cet accord de défense? Le maréchal du Tchad est mort au front, alors qu'il y avait une base française capable, n'est-ce pas, de neutraliser les hordes de barbares qui entraient en N'Djamena. Il y a eu plusieurs occasions où la France devait intervenir, mais que la France n'a jamais intervenu. Nous avons vu Boko Haram malmener le Cameroun, le Tchad, le Nigeria, le Niger, en fait presque tout le lac Tchad. Avec la présence française, avec la présence surtout des drones français sur le territoire et des militaires français sur ce territoire-là. Rien n'a jamais été fait. La France n'a apporté aucune contribution. D'ailleurs, le Cameroun payait très cher les images satellitaires, n'est-ce pas? Par heure. Par heure. Il faut bien préciser, si je m'avais vous donner la somme, elle était faramineuse. Exactement. Alors, vous êtes en accord avec un État comme celui-là, et que pour qu'il vous donne des images satellitaires, pour qu'il vous donne les images de drones, des déplacements des rebelles, pour avoir leur position, pour essayer de mettre une stratégie de comment les contrer, ils vous demandent autant d'argent, alors qu'ils sont présents chez vous depuis au moins 60 ans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand nous parlons, n'est-ce pas, de ces différents éléments, c'est pour faire comprendre aux Africains que le temps est arrivé de prendre notre liberté, de prendre notre souveraineté. En fait, c'est le temps de la vraie indépendance. La vraie indépendance, justement, c'est ce que les Tchadiens sont en train de faire là maintenant, parce que si ces accords-là, n'est-ce pas, qui ont été signés, sont dénoncés et sont rompus, et je crois que la commission qui a été créée est justement déjà à pied d'œuvre pour justement travailler, pour voir les contours et les pourtours de comment rompre définitivement cet accord-là. Malgré que c'est déjà dénoncé, et il y a déjà, n'est-ce pas, une note qui a été déjà signée par le ministère des Relations extérieures qui dit « Nous arrêtons tout accord de défense avec la France ».
Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important et que nous continuons à apprécier, n'est-ce pas, ce que les Tchadiens sont en train de faire actuellement, cette mobilisation, et donc qui doit continuer jusqu'à ce que la France parte du Tchad. Et justement, il y avait un slogan qui avait été utilisé, qui d'ailleurs est utilisé encore aujourd'hui, France Barra, dehors. Est-ce qu'ils vont entendre justement le message? Parce que pendant ce temps-là, du côté de l'Élysée, on nous parle de révision et surtout de réflexion. Mais écoutez, je pense que M. Josselin Gosse, il faut d'abord rappeler à M. Jean-Marc Borrell, envoyé personnel de M. Emmanuel Macron, qui a de cela 2 semaines ou 3 semaines, nous avait dit, en fait, on a entendu dans une interview où il disait que non, le Tchad, et il a parlé avec le président Mahamat Idriss Déby des accords de défense et il souhaite que la base française reste, ou bien les militaires français restent sur leur territoire. Il en a parlé avec le Gabonais, Oligui Nguema, ils ont dit ils sont favorables pour que les bases françaises restent. Il en a parlé avec Alassane Dramane Ouattara et même les autorités sénégalaises sont tous d'accord que ces bases françaises puissent rester. Mais 2 semaines après cette déclaration, nous voyons, n'est-ce pas, le revers. Pas un revirement de situation, la vraie réalité, parce que M. Marc Borrell, Jean-Marie Bockel, est un menteur. Et comme son patron est un menteur, parce que c'était l'envoyé personnel de M. Emmanuel Macron. Vous voyez un peu? Donc, ils ont menti sur toute la ligne. En fait, c'était un moyen de faire pression, de faire croire que non, ces autorités-là sont en accord, n'est-ce pas, avec les bases françaises actuellement au niveau, alors que ça a été dénoncé et dans leurs échanges diplomatiques, le cas était déjà évoqué. Donc, ils ont voulu prendre de pied, n'est-ce pas, ces chefs d'État. Aujourd'hui, la réalité les rattrape. Parce qu'en réalité, aucun Africain, aucun chef d'État africain ne peut accepter, n'est-ce pas, les bases militaires françaises sur leur territoire à l'heure actuelle. Sachant que ces bases militaires-là jouent un rôle négatif. La plupart des temps. Prenons un exemple avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, par exemple, pour chasser le président Laurent Gbagbo, il a fallu que le 43e BIMA, qui est une force française installée, n'est-ce pas, un contingent français installé en Côte d'Ivoire, puisse aider la rébellion de M. Alassane Dramane Ouattara pour arriver au pouvoir. Il a fallu que l'ONUCI, qui était basée en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, avait leur char, puisse aider les rebelles, n'est-ce pas, à atteindre Abidjan. Parce que nous avons vu comment les chars onusiens et français transportaient justement les rebelles du nord pour amener dans la capitale. Et c'est eux qui ont bombardé le palais présidentiel. C'est eux qui ont bombardé la résidence présidentielle. C'est les soldats français qui ont pénétré par le tunnel qui relie la présidence de la République et l'ambassade de France. C'est par là qu'ils sont passés, ils ont bombardé parce que le président Laurent Gbagbo avait fait bétonner cela, mais au travers des bombes, ils ont fait exploser ça et ils ont pu pénétrer au palais présidentiel jusqu'à capturer le président Laurent Gbagbo et toute sa famille au niveau, avant d'appeler maintenant les rebelles et les remettre le président Laurent Gbagbo et sa famille. Donc vous voyez le rôle corrosif et abrasif que la France a joué au niveau de la Côte d'Ivoire et dans la plupart des pays. C'est le rôle que la France a toujours joué. Nous nous rappelons de l'époque de David Dacko en RCA, qui était transporté justement dans un char français pour qu'on est allé installer au pouvoir. Donc ils sont nombreux comme ça qui ont été installés à l'époque de Bob Denard et tout le reste, Christian Lévy, des gens qui étaient des experts, n'est-ce pas, en déstabilisation de nos États sous financement de Elf Serepka. L'ancien elfe qui est devenu Total aujourd'hui. Donc, vous voyez que la France a toujours joué un rôle négatif et son armée et ses bases militaires ont toujours joué des rôles négatifs. Sans compter l'opération Barkhane, s'il faut parler de l'opération Barkhane, ou Serval, ou bien Takuba et tout le reste qu'ils ont installé au Sahel, qui n'a produit aucun résultat. On a vu plutôt l'expansion du terrorisme, on a vu plutôt l'expansion du djihadisme et tout ça, des bandes armées qui se sont multipliées. Donc, vous voyez que quand on définit carrément, en fait, on fait le bilan de leur présence sur notre territoire, sur le territoire africain, bien sûr, c'est quasiment nul. Et donc, si maintenant vous avez posé la question de savoir est-ce qu'ils vont comprendre, est-ce qu'ils vont se décider à dire que ok, on s'en va, mais est-ce que si M. Macron, président de la France, est battu aux élections législatives, n'a pas la possibilité de faire un gouvernement parce qu'aujourd'hui son gouvernement a été chassé,
par l'Assemblée nationale, parce que la motion de censure a été votée, n'est-ce pas, et donc le gouvernement a été chassé. Et donc, il veut renommer un nouveau Premier ministre, toujours issu, n'est-ce pas, de son parti, ou bien pro-gouvernement, ou bien pro-président, alors que la démocratie, c'est simplement écouter la voix du peuple, c'est-à-dire les députés ont été élus, n'est-ce pas, par le peuple, et le Parlement français est quasiment dans l'opposition. Et donc, vous ne pouvez pas vouloir utiliser c'est le 49.3 à chaque fois, le 49.3 qui est l'état d'exception. Vous utilisez l'état d'exception, c'est-à-dire vous ne passez plus par le Parlement pour demander son avis, vous prenez directement des décisions présidentielles, alors que ce n'est pas comme ça que ça a été conçu, n'est-ce pas, la Constitution et l'État français. Ça a été conçu pour que le gouvernement, le président de la République consulte, n'est-ce pas, le Parlement, et ensemble ils prennent des décisions conjointes. Et si le Parlement n'est pas d'accord, il rejette. Et aujourd'hui, M. Macron gouverne par exception, passe par des formules, n'est-ce pas, le 49.3 pour justement davantage implémenter son pouvoir. Donc, si vous avez un tel président qui ne peut pas respecter les propres institutions de son pays, est-ce que c'est en Afrique qu'il va écouter le message qui est en train de se produire actuellement au Tchad, actuellement au Mali, actuellement au Burkina Faso, au Niger et un peu de partout, où les gens sont en train de dire maintenant, nous n'en voulons plus, nous ne voulons plus des bases françaises, nous ne voulons plus du franc CFA, nous ne voulons plus de ceci, ou nous ne voulons plus des accords avec la France, parce que ces accords-là ne nous ont amenés nulle part, ne nous ont produit aucun résultat. D'ailleurs, nous sommes restés dans la pauvreté. Prenons un pays simple comme le Niger. Le Niger est 3e producteur mondial d'uranium. Et le Niger est classé avant-dernier pays le plus pauvre du monde. Troisième pays producteur d'uranium, n'est-ce pas, où la France achète l'uranium à 137 francs la tonne, alors que sur au marché mondial, que ce soit au Kazakhstan, que ce soit au Canada et un peu de partout, où on achète le même uranium, c'est 10 000 fois le prix. Je dis bien 10 000 fois le prix. Mais au Niger, on achète ça à vil prix parce que c'est une société française qui exploite l'uranium au Niger, appelée Orano, ancien Areva. D'ailleurs, nous avons traité de ces informations-là sur d'autres plateaux. Vous voyez un peu. Pour simplement dire que si la France, n'est-ce pas, peut se comporter comme ça, la France est illuminée, c'est-à-dire a de l'énergie en France à cause de l'uranium nigérien. C'est-à-dire 40% de l'électricité en France, c'est le produit de l'uranium du Niger. Donc, si la France est éclairée, Paris est éclairé, Monaco, Marseille, Rouen, Bordeaux et tout ça, c'est grâce à l'uranium, n'est-ce pas? Parce que les centrales nucléaires qui tournent, c'est à cause de l'uranium puisé, alors qu'au Niger, c'est à peine une ampoule à la présidence de la République, à peine. D'ailleurs, le Niger achète de l'électricité au Nigeria. Et quand le Nigeria n'est pas content, on coupe. Et vous restez dans le noir. Mais la France est illuminée à 40% dans tout son territoire grâce à l'uranium tiré du Niger. Vous comprenez que c'est un pays qui ne comprend pas grand-chose et ne comprendra jamais. On commence à avoir des rationnements d'électricité de ce côté-là, André-Christelle Fanga. Parce que justement... La réalité les rattrape également. Parce que le Niger a par exemple décidé de dire que, monsieur, on nationalise par exemple, parce que c'est à ça qu'on est en train d'arriver, on nationalise la Somaï. La Somaï est la société qui, justement, exploite l'uranium parce que c'est ça qui forme le consortium. Orano est actionnaire à 63% et les autres, l'État est aussi actionnaire et tout ça. Donc, aujourd'hui, l'État nigérien est en train de reprendre, n'est-ce pas, Somaï en main parce qu'ils avaient décidé d'arrêter tout l'exploitation. Donc, c'était juste pour vous... En fait, je prenais tous ces exemples, M. Josselin Gosse, pour présenter à nos téléspectateurs que cette France-là ne peut pas écouter le message. C'est par la force, c'est par la mobilisation, c'est par les encouragements de ce peuple-là. Et grâce aux émissions comme celle que vous faites ici, n'est-ce pas, pour dire davantage aux Africains que ne baissez pas les bras. C'est cette pression-là qui va justement faire rompre la France. Parce que si nous ne mettons pas la pression, elle ne va pas rompre. Parce qu'elle veut toujours rester. Elle veut rester avec ses bases militaires, elle veut rester avec, d'ailleurs, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron est venu nous dire que non, il n'y a pas de problème entre les bases militaires françaises et les États africains. Donc tout va à bon train, ça va. Mais le Tchad les a prouvé le contraire, et même le Sénégal. Et même la Côte d'Ivoire, même quand on dit c'est un pays, bon, c'est une succursale française, mais
Attendons voir. Bon, ils ont envoyé ça en 2025 pour essayer de faire tromper, n'est-ce pas, la vigilance des gens en faisant croire, parce qu'il y a élection en 2025. Donc en disant que bon, ok, on va revoir les accords militaires entre la France et la Côte d'Ivoire en 2025, c'est une façon de dire que ok, votez, moi je suis devenu panafricaniste. J'ai écouté le discours des panafricains, c'est-à-dire ils ne veulent plus des bases françaises. Moi aussi j'ai pris une décision que la base française, n'est-ce pas, le 43e BIMA, doit dégager de mon territoire. Donc, faites-moi confiance, je suis devenu panafricaniste. Donc, ben, on ne se laissera plus tromper, berner par des individus comme cela. Nous savons tous qu'il y a une logique, il y a une cohérence, n'est-ce pas, de la démarche des panafricains aujourd'hui qui produit des résultats, même si nous ne sommes pas là présent, n'est-ce pas? Mais nous savons tous que le message que nous faisons passer au travers, n'est-ce pas, des chaînes, au travers, n'est-ce pas, des médias, au travers de tous ces instruments-là, produit des résultats. Et comme quelqu'un me disait une fois sur les réseaux sociaux, il dit comment on peut prier au Cameroun et on exauce toujours ailleurs. Dieu exauce toujours ailleurs. C'est-à-dire, on prie au Cameroun, et on exauce au Mali, et Dieu exauce au Mali, Dieu exauce au Burkina Faso, Dieu exauce au Niger. Je ne vais pas répondre à cette question. C'est moi qui pose des questions ici. Bon, je n'ai pas posé de questions, j'ai seulement dit que quelqu'un me disait que comment, pour simplement dire que voici, parce que quand même, il faut rappeler que le Cameroun est la base, est le noyau dur, est la matrice, n'est-ce pas, de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Afrique. Parce que quand nous regardons les résultats, c'est incroyable. Lorsque nous avons commencé ce combat en 2011, nous étions raillés, insultés, injuriés, tabassés même à la limite. Je vous dirais que... Supprimer le tout, les avantages. Tous les avantages. nécessaires de la vie. Même mes propres professeurs à l'université m'ont honni. Alors, allez savoir ce qui se passe aujourd'hui. Restons sur le sujet André Kisselfanga. Des marches sont toujours prévues tout au long de cette semaine du côté du Tchad. Pourtant, il faut quand même dire que du côté de Paris, Paris a seulement acquiescé en déclarant simplement qu'il a pris acte en faisant valoir qu'une réflexion sur la revue de son dispositif militaire en Afrique était déjà en cours. Mais écoutez, je pense que Paris ne peut que réagir de cette façon parce que au fur et à mesure que les choses avancent, n'est-ce pas, on aura des résultats, d'autres résultats. Et je pense que quand nous regardons ce qui va se produire d'ici peu, c'est simplement pour dire que Paris sera face à son destin. Face à son destin, pourquoi? Parce que les mobilisations ne vont pas s'arrêter. Les engagements pris par les panafricains et de partout dans le monde ne vont pas s'arrêter. Vous voyez un peu? Donc, il sera contraint, la France bien sûr, de plier bagage et de partir. Mais la France ne part jamais. Elle a quitté le Mali, elle s'est repliée au Burkina Faso, on l'a chassée du Burkina Faso, elle s'est repliée au Niger, on l'a chassée du Niger, elle est rentrée au Tchad, on veut la chasser au Tchad, on lui demande de rentrer directement en France, elle va encore chercher une autre échappatoire, peut-être c'est ça le Nigeria. Vous avez vu le grand déploiement du Nigeria en France. C'est justement pourquoi beaucoup de personnes sont en train de se poser des questions. Est-ce que les nouvelles bases militaires françaises qui sont chassées un peu partout en Afrique, finalement, l'arrière-garde sera tout simplement le Nigeria? Non. Je vais vous dire une chose. Ce que l'Afrique est en train de faire, c'est que peu importe la cachette de ce lourd ravisseur, nous allons le débusquer. C'est notre Afrique. Le Nigeria, c'est notre Afrique. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est notre Afrique. Le Bénin, c'est notre Afrique. Le Togo, c'est notre Afrique où il essaie de trouver des refuges ces derniers temps. Nous savons tous que quand le moment va arriver, il y a des panafricains au Togo, il y a des panafricains en Côte d'Ivoire, il y a des panafricains au Bénin. Donc, il peut s'amuser encore avec ces marionnettes qu'il a mis au pouvoir, c'est Tintin qui le gère, n'est-ce pas, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin. Le temps va arriver au Nigeria, à Bola Tinubu, vous savez qu'il fait partie du grand réseau de la mafia, n'est-ce pas, du trafic de drogue. D'ailleurs, il a laissé beaucoup d'argent aux États-Unis pour le trafic de drogue pour sa liberté. Donc, vous voyez que c'est les agents de la CIA, en fait. Tous ces... Bola Tinubu, c'est un agent de la CIA, monsieur Talon, c'est un agent de la CIA, et l'autre, de Côte d'Ivoire, c'est un agent de la CIA. Il est même américain. Donc, vous voyez que peu importe où ils vont se cacher, les Africains ne vont cesser de se mobiliser pour les bouter hors de notre continent, de notre pays. Parce que moi, je pense déjà à l'Afrique
à un pays, n'est-ce pas, qui va faire peut-être des fédérations, etc., etc. Donc, je pense que peu importe où elle va se réfugier, elle va se retrouver. Il y aura des mobilisations, il y aura, n'est-ce pas, des gens qui vont dénoncer ces accords-là, qui vont dénoncer cette attitude-là. Et c'est pour ça que nous venons à vos émissions pour justement davantage sensibiliser, n'est-ce pas, les Africains. Nous n'allons pas laisser, n'est-ce pas, vous connaissez le laboureur et ses enfants, oui. Ne laisse aucun endroit où la main ne passe et ne repasse. Merci à vous, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions, André Christelle Fanga. Merci. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur nos pages Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. N'oubliez surtout pas de partager au plus grand nombre. Et venez en aide à Panafricaniste TV. Nous avons besoin de vous parce que l'ennemi ne dort pas. Et l'objectif de l'ennemi, c'est de nous fermer la bouche. Aujourd'hui, nous avons besoin entièrement et totalement de nos, on va le dire comme ça, 218 000 abonnés sur Facebook et plus de 131 000 abonnés sur YouTube. Venez nous en aide. 1 euro, c'est bien. En tout cas, si chacun des dealers pouvait donner seulement un seul euro, eh bien, nous nous en sortirons et vous aurez une chaîne de télévision indépendante. Merci à vous et surtout, bonne journée.